Je vais vous partager mon écran et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Hop, tac. On va passer tout de suite sur le crypto bubble. Alors, petit rebond quand même sur les alts, là, au niveau, donc, bah, tout confondu en fait. On retrouve les mêmes coins, donc, PP, Shiba, le Doge. On retrouve le Trump. D'ailleurs, Trump qui a fait un tweet la dernière fois en expliquant, que le Trump c'était le meilleur token, donc il y a eu un pump et puis il y a eu une vente, des insiders au même moment. Donc là, en fait, vous vous faites rug. On est en train de se faire rug dans la communauté par le président des États-Unis, quoi. C'est quand même glorieux le truc, hein. Mais ça passe crème, il y a pas de souci. Alors on criait quand même sur Gary Gensler, mais j'avais pas l'impression que sous Biden, ça c'était autorisé quand même. Mais bon, c'est quand même assez drôle de voir ce genre de choses arriver. Donc bref, on a quand même un rebond sur pas mal de coins, mais là, tout confondu, hein, que ce soit l'aspect DeFi, RWA, Deepine, il y a des anciens coins, comme par exemple Theta ou XMR aussi, le DOT. Donc bref, un petit rebond sur la semaine, pareil aussi, hein, un gros rebond même globalement sur la plupart des alts. Par contre, sur le mois, bon, on reste globalement dans le rouge, mais dans le rouge bien prononcé, à part quelques projets. Fartcoin, Cro, Bera, IP. Alors, tout ce qui est IP et Move, dites-moi si vous connaissez ces projets. Franchement, je ne connais pas du tout. J'avoue que j'ai pas trop creusé. Par contre, je comprends pas trop l'augmentation là du Cro. Pour ceux qui ont loupé la news, je sais qu'on nous demande pas mal de fois notre avis déjà sur les coins centralisés et tout, parce que Cro, ça reste le coin central de crypto.com, d'accord. Alors, ils ont une blockchain et puis ils ont aussi des services sur leur plateforme d'échange centralisée. Moi, il y a un truc quand même qui m'a énormément interpellé. C'est pour ceux qui suivent ce projet, en 2021, ils avaient burné, donc ils avaient brûlé 70% de la circulating supply, d'accord, en 2021. Et là, dernièrement, Zach XBT a fait carrément un thread là-dessus, puis il a été bloqué après par le fondateur de crypto.com. Ils ont déburné la supply. C'est-à-dire que vous imaginez, on vous dit, on est sur des protocoles immuables, décentralisés, résistants à la censure, etc. En 2021, on va brûler 70% de la circulating supply, de la total supply, je crois même que c'était 70% de la total supply. Et puis là, quand il y en a besoin, ils vont faire un pseudo-vote parce que c'était un pseudo-vote parce qu'ils détiennent la majorité de la supply. Donc en fait, ils peuvent décider comme les DAO aujourd'hui, hein, faire un vote comme ils veulent. Et puis là, ils ont déburné, du coup, ils ont sorti du truc qu'ils avaient burné normalement, qui est quelque chose qu'on ne peut pas, qui n'est pas réversible, hein. Je veux dire, vous essayez de récupérer des bitcoins qui ont été brûlés, envoyés sur une mauvaise adresse, ou ce que vous voulez, ou qui ont été perdus, vous les récupérez jamais, hein. Pareil pour les Ethers, hein. Les Ethers qui ont été envoyés sur une burn adresse, vous les récupérerez pas. Bah eux, si. Voilà, eux, ils les ont récupérés. Ils ont récupéré une partie des trucs. Et les gens sont encore bullish sur ce genre de trucs. Alors, vous n'allez peut-être pas rechercher les mêmes objectifs quand vous investissez sur ce genre de coin que quand vous allez investir sur du Bitcoin, de l'Ether, etc. Mais je trouve que ça interpelle quand même beaucoup, hein, d'accord. Je pense qu'on vous fera une vidéo avec Théo là-dessus parce que c'est quand même assez dingue. Et c'est pour vous remontrer encore une fois le niveau de bullshit qu'on retrouve sur la crypto à chaque fois. C'est quand même assez fou, quoi. Sur l'année, bon, sur l'année, pas très positif. Il y a quelques projets qui tirent leur épingle du jeu comme OM, d'accord. Mais sinon, bon, et puis quelques autres projets, BGB, TRX, XLM, et cetera, suit. En fait, tous ceux qui profitent aussi principalement des RWA, on en reparlera aussi, je pense sur d'autres lives. Il y a une très belle évolution sur la partie RWA, ces dernières semaines, ces derniers mois, malgré, le marché, baissier qu'on a connu, ces derniers temps. Mais, il y en a certains qui ont du coup réussi à tirer leur épingle du jeu en capturant une partie de ces parts de marché-là. Si on regarde au niveau des ETF sur Ethereum, bon, bah, vous voyez, hein, on est en sortie nette sur tous ces derniers jours, en fait. Alors, sur l'Ether, mais sur le Bitcoin, c'est pareil. Depuis le mois de mars, fin février, en fait, on est quand même en sortie régulière sur la partie ETF. D'accord. Donc là, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui vont dire que c'est des take profits, donc on prend des profits, ou il y en a d'autres qui disent que bah, finalement, voilà, il y a suffisamment d'argent qui a été fait et là, on va repartir finalement en bear market parce que il n'y a plus d'intérêt pour les institutionnels de continuer d'acheter sur des périodes comme ça. On voit quand même, si on descend un peu, qu'on est passé en net positif sur les ETF Ethereum en novembre 2024. Donc là, on est fin mars 2025. Ça fait quelques mois, d'accord. C'est vraiment extrêmement jeune.
On est passé en positif, il y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois en arrière, que là, il y a une correction évidemment, il faudra voir un petit peu si ça continue ou pas, mais pour l'instant, ça a été quand même, plus positif que négatif. Il y a eu plus d'entrées d'argent sur les ETF Ethereum que de sorties, d'accord? On le voit, hein. Il y a eu, 2 432 millions de dollars de rentrées d'argent sur l'Ether, malgré, les sorties qu'on a pu avoir notamment chez Grayscale avec les ETHE où il y a eu, 4 170, millions de dollars de sorties d'Ether. Si on regarde sur Bitcoin, c'est à peu près, le même schéma qu'on retrouve, à quelques différences près. C'est-à-dire que sur, tout début mars, on avait quand même des grosses sorties d'argent. Mais là, sur Bitcoin, vous voyez que ces derniers jours, entre le 14 mars, 17, 18, 19, 20, 21 et cetera, on est en positif. C'est-à-dire qu'on voit qu'on vend de l'Ether et qu'on continue d'acheter, du Bitcoin. Donc d'où la dominance aussi du Bitcoin qui continue d'augmenter. Mais pareil, depuis le début, si vous regardez les flux, on est quand même en très largement, positif quoi depuis le départ, hein. On est à 36 millions de dollars, plus de 36 millions de dollars de rentrée nette sur Bitcoin, sur les ETF. Donc, ouais, c'est quand même assez monstrueux. Et pour l'instant, pour Bitcoin, bah, on semble repartir sur une zone d'accumulation. On a eu pas mal de grosses sorties d'argent sur fin février, début mars, jusqu'à mi-mars. Et là, vous voyez que depuis ces derniers jours, on repart en positif, même si ça reste des chiffres qui sont relativement petits, hein, d'accord, hein. C'est vraiment pas grand-chose, hein. On a eu des rentrées des fois à quelques milliards, journaliers, qu'on pouvait avoir sur la partie, Bitcoin. Là, vous voyez, hein, 26 000 000, c'est vraiment petit, hein. On a connu des jours qui étaient bien plus importants que ça. Vraiment, pour se poser la question et de savoir en fait, où est-ce qu'on pourrait se diriger dans les prochaines semaines, prochains mois. En tout cas, moi, la vision que j'en ai, vu que je pense que le marché est efficient, c'est-à-dire que chaque information et chaque donnée que vous allez retrouver sur le marché, à partir du moment où vous allez avoir une info qui va arriver, qu'elle est déjà pricée. Voilà. Moi, c'est un peu le postulat que j'ai et la théorie de l'efficience des marchés, c'est des informations qui ont quand même été très largement documentées par Kenneth et puis Fama aussi, hein, qui sont deux gros économistes qui ont reçu le prix Nobel aussi. D'accord. Ça a été remis en question un certain temps, mais là, on considère quand même que bon, ça reste quelque chose de scientifiquement très accessible et prouvé quand même d'un point de vue sur le marché. Donc, quand on parle de l'efficience des marchés, c'est de dire que chaque information qu'on va obtenir, par exemple, quand on va avoir Coinbase ou une boîte qui est cotée au Nasdaq ou S&P 500, va divulguer ses, son bilan, son compte de résultats. Évidemment qu'à partir du moment où ça va être présenté, cette information, presque immédiatement, va être pricée sur l'action, d'accord? Parce que les participants vont se dire, tiens, moi je pensais que l'action ou que cette boîte allait gagner plus d'argent, ou je pensais qu'elle allait en gagner moins, donc elle vaut plus cher, donc je vais en acheter, donc le prix va augmenter. Et en crypto, c'est pareil, d'accord? Donc pour qu'il y ait une vraie volatilité ou un vrai changement un peu sur le court terme, moyen, voire sur, ouais, plutôt court, moyen terme, parce que sur le long terme, on sait que la crypto sera amenée à se développer et à continuer d'évoluer. Mais pour qu'il y ait un vrai changement et un vrai shift, il faut qu'il y ait une modification ou quelque chose qui n'était pas attendu. Par exemple, de se dire: «Tiens, on s'attendait à ce que le quantitative tightening dure beaucoup plus longtemps que prévu». Bah, là, peut-être, et c'était la dernière news qu'on avait eue avec le dernier meeting de la Fed, c'est-à-dire un assouplissement des liquidités. C'est pas la fin du quantitative tightening, mais il y a un assouplissement du quantitative tightening et et ça évidemment c'est positif. C'est quand même une news qui est positive quand même pour le marché crypto, pour les alts de manière générale, etc., etc. Par contre, dites-vous que dès qu'on a eu cette news, bah évidemment le marché va se rééquilibrer, va remettre en place peut-être sa gestion de risque, etc., etc. Donc qu'est-ce qui pourrait avoir comme news dans les prochaines semaines, prochains mois, pour que ça coupe l'herbe sous le pied, par exemple, de ceux qui sont plutôt baissiers en ce moment, pour qu'ils changent leur fusil d'épaule et qu'ils disent: ah oui, en fait, je me suis trompé. Et donc là, le plus important, c'est plutôt telle ou telle news. Et du coup, on va repartir sur une tendance haussière. Mais tant qu'on n'a pas ce genre de truc-là, c'est assez compliqué. Et pour l'instant, bah, nous, on se situe un petit peu entre les deux. C'est-à-dire que il y a des scénarios, il y a des indicateurs qui peuvent pointer vers une continuation de la baisse. Et il y en a d'autres qui disent qu'on aurait potentiellement atteint un bottom. D'accord? Qu'on ait des assouplissements de liquidité, c'est intéressant, mais qu'on soit dans une, heu, dans une
ouais, dans une circonstance ou dans un moment où les gens considèrent que l'assouplissement des liquidités, ça veut forcément dire fin du quantitative tightening, voire quantitative easing, ça n'a rien à voir, hein, d'accord, hein. Un assouplissement des liquidités, ça ne veut pas forcément dire impression monétaire. Et d'ailleurs, l'un des indicateurs qu'on vous avait présenté avec Théo, c'était la M2 Money Supply. Et ça, pareil, c'est quelque chose qui est assez critiqué. J'en reparlerai un petit peu plus tard. Il y a deux écoles. Il y a des gens qui vont considérer et qui vont dire qu'en fait, c'est pas parce que la M2 va augmenter que forcément le Bitcoin va en profiter immédiatement et que ça va forcément avoir un impact sur les actifs risqués. D'accord. Surtout quand on a des, un contexte macroéconomique ou géopolitique tel qu'on le connaît aujourd'hui. On est quand même dans un moment où il y a énormément d'incertitudes, hein. C'est un peu ça le problème, hein. Il y a pas mal d'incertitudes aujourd'hui d'un point de vue macro, d'un point de vue économique, même sur le marché crypto de manière générale. Et on se rend compte que la moindre news, positive ou négative, bah en fait, ça a plutôt un effet négatif sur le court terme et les gens en profitent pour vendre. C'est que peut-être que la baisse n'est pas terminée. Et que même si on a une baisse de taux ou qu'on a des assouplissements de liquidité, c'est peut-être pas forcément que ça non plus qui va faire que le marché va augmenter. En fait, c'est un ensemble et c'est assez compliqué de pouvoir se faire une vision vraiment objective avec un, deux, trois ou quatre indicateurs qui très souvent sont sortis du contexte. Donc là, pour l'instant, on a quand même eu lors du dernier meeting, ce que j'ai dit tout à l'heure, un assouplissement des liquidités, ce qui est quand même pour moi assez positif sur le marché crypto. J'y reviendrai un peu après sur la partie analyse technique. Mais on voit que sur la suite, Jérôme Powell a expliqué qu'il avait annoncé peut-être deux baisses de taux successives sur enfin deux baisses de taux normalement sur 2025. On verra si ça sera fait ou non, avec peut-être un arrêt total du quantitative tightening sur l'année 2025. Mais pour l'instant, c'est pas fait et il n'y a aucune garantie de quoi que ce soit. Et c'est pas parce qu'on arrête le quantitative tightening que forcément c'est l'impression monétaire, c'est toutes ces choses-là. D'accord. Par contre, historiquement parlant, et vous verrez que sur l'analyse technique, c'est très clair, je vous en avais aussi beaucoup parlé, que dès qu'on a une fin du quantitative tightening, en général, on arrive à un point bas sur la paire Ether-Bitcoin et sur les alts par rapport au Bitcoin. Donc, on aurait atteint un bottom à partir de ce moment-là. Pour l'instant, pour moi, on se situe un petit peu entre deux eaux. Concernant le prochain meeting, vous voyez, le 7 mai 2025, bon, bah, la majorité sont encore en faveur du maintien des taux qu'on a à l'heure actuelle, pas forcément en faveur d'une baisse de taux. Et après, plus on avance, plus on voit que c'est en faveur quand même d'une baisse ou d'une correction de taux, mais plutôt sur la fin de l'année. On verra si, parce que là, il y a des news aussi qui vont dans ce sens-là, hein, la Fed pourrait mettre fin à son programme de resserrement quantitatif d'ici mai. On verra, il y a déjà eu un assouplissement là, qui a déjà été qui a été mis en place et qui devrait être opérationnel, je crois, d'ici début du mois d'avril, si je me trompe pas. Donc peut-être que ça aura un impact sur le marché crypto, et peut-être que la fin du quantitative tightening, d'accord, ça aurait lieu d'ici mai. Donc on verra. Si on arrive à ce moment-là, en mai, avec la fin du quantitative tightening, historiquement parlant, vous verrez que ça veut dire qu'on aurait potentiellement atteint un point bas sur la paire Ether Bitcoin, Alt Bitcoin, etc., etc., et qu'on peut repartir sur une tendance haussière. La question à se poser, et c'est un peu là où c'est un peu compliqué aussi, c'est que si on reste sur des cycles de 4 ans, ce qu'on a connu jusqu'à maintenant, on se dit, punaise, il reste pas énormément de temps pour la suite du marché, quoi. En fait, s'ils arrêtent le quantitative tightening, je sais pas, d'ici mai, juin, et que ils décident, j'en sais rien, d'assouplir tout ça et peut-être voire même d'imprimer de l'argent à la fin de l'année, c'est-à-dire que ça serait peut-être sur une période de quelques mois, quelques semaines pour la partie entre guillemets alt season si on en a une. Vous voyez. Par contre, il y a aussi un autre scénario à envisager, c'est que peut-être que la théorie ou les cycles de 4 ans qu'on avait connus jusqu'à maintenant, peut-être que ça n'aura plus vraiment d'intérêt. En fait, soit il y a plusieurs scénarios. Soit le top, en fait, on l'avait déjà eu au moment du lancement des ETF et au pic qu'on a eu en mars 2024. Donc, il y en a qui comptent le pic avec la mèche qu'on a eu à ce moment-là sur le Bitcoin et qui ont commencé à décompter le top à partir de ce moment-là. Donc, ils considèrent que le top a déjà eu lieu et que là, on est en fait dans une correction et qu'on va partir en bear. Il y en a qui considèrent, comme nous, que le top du cycle n'a pas été atteint, qu'on est sur une correction qui peut durer plus longtemps que ça, et peut-être même que la correction n'est pas terminée et qu'on repartirait peut-être plus tard sur le cycle sur des plus hauts sommets et qu'on aurait évidemment une alt season. Il n'y a pas de raison de penser qu'on n'aurait pas d'alt season
plus intéressante que celle qu'on a eue jusqu'à maintenant, d'accord, avec une dominance du Bitcoin qui est encore super élevée, mais il n'y a pas de raison de penser qu'on n'en aurait pas. En tout cas, nous, c'est le scénario qu'on envisage aujourd'hui. Et puis, il y a un autre scénario, c'est de se dire que bah, finalement, l'année 2025 pourrait être une période en fait de consolidation, latéralisation pour aller évincer un maximum de personnes et pour partir en fait en bull market sur l'année 2026 ou début 2026 ou mi-2026, voire fin 2026. Peut-être qu'on serait plus en fait sur des cycles de 4 ans. Donc ça, pareil, on va le découvrir autant que vous, en même temps que vous, parce que voilà, on n'est pas Nostradamus non plus, mais ça reste des scénarios à envisager. Voilà. Si on vous avait dit que dans des périodes comme ça, à la fin du premier trimestre 2025, on serait dans le rouge sur les alts, personne ne l'aurait dit. Nous, ça faisait partie des scénarios qu'on avait envisagés, qu'on vous avait présentés, en vous disant que historiquement parlant, normalement, on est quand même dans des périodes où c'est censé être positif. Là, on voit que la correction a été très forte et que ça prend plus de temps que prévu. Moi, je disais que c'était un peu comme une sorte de translation de cycle, c'est-à-dire que l'augmentation qu'on avait eue sur des alts tôt dans le cycle, par exemple sur octobre, novembre, décembre, avec l'élection et l'investiture de Trump, en fait, on l'a payé avec une latéralisation beaucoup plus longue. Voilà. L'ATH qu'on avait atteint en mars 2024, bah, on l'a payé après pour une latéralisation qui, au lieu de durer quelques mois, a duré plus de 6, non, ouais, presque 8, 9 mois. Alors qu'avant, c'était beaucoup plus court. Donc, vous voyez, en fait, à chaque fois qu'on a des augmentations très fortes, bah, on a des corrections qui le sont également et des latéralisations qui sont aussi beaucoup plus longues. Pourquoi, en fait, je vous ai parlé de tout ça et pourquoi je vous dis qu'il faut toujours réfléchir à ce qui va permettre peut-être de faire changer le narratif ambiant qui aujourd'hui est clairement baissier. C'est notamment aux prochaines nouvelles ou en tout cas, qu'est-ce qui va faire en sorte de pouvoir transformer quelqu'un qui est ultra baissier en un boule, chevronné, par exemple. Là, typiquement, ce qu'on a connu avec l'élection et l'investiture de Trump, c'est exactement ça. C'est-à-dire que les gens ont acheté par anticipation. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la conformation psychologique, mentale, émotionnelle des gens sur septembre, octobre, novembre et décembre à peu près 2024, lors de l'investiture de Trump, enfin, lors de son élection et après en janvier, lors de son investiture, on achetait à chaque fois sur des narratifs. On achetait sur des idées. Ah tiens, quand on va y avoir Trump, ça va être super. Et puis il va virer des mecs de la SEC. Et puis donc on va virer Gary Gensler. Et puis on va avoir une réglementation qui sera positive. Et puis on va mettre du Bitcoin en réserve stratégique. Et puis. Sauf que ça, c'était déjà pricé parce qu'on avait déjà les infos. Ensuite, il y a eu Trump. Et ensuite, on a vécu en fait ce qu'on appelle un buy the rumor, sell the news. On a acheté par anticipation. Et au moment où ça a été arrivé, bah, ça a été un peu déception sur déception parce qu'il y a eu des échanges avec le Digital Asset Summit où ils ont invité Sergei Nazarov, ils ont invité, je crois qu'il y avait le Brad Garlinghouse aussi, donc le représentant un peu de XRP. Enfin bref, un peu des gros fondateurs de projets. Et ça, pareil, je crois que c'est un truc qui durait une vingtaine de minutes, mais ça a été une déception. Donc, au final, on est en train de vivre aujourd'hui quelque chose qu'on a connu presque dans 100% des cas en crypto, c'est le buy the rumor, sell the news. On achète par anticipation et au moment où il y a la news, qui plus est, si cette news en plus elle est un peu plus bearish ou nous déçoit un petit peu plus, bah forcément on va vendre par la suite. Et là maintenant, bah, quelles sont les prochaines news ou qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme quelque chose de positif qui pourrait avoir un impact durable et long terme sur l'évolution et sur la croissance du marché crypto. Donc l'arrêt ou l'assouplissement des liquidités, ça en est une. L'augmentation de la M2, je pense que ça en est une, j'y reviendrai un peu après. Ça peut être d'autres catalyseurs. Hein, vraiment, j'ai vu des papiers qui pouvaient passer aussi sur la partie crypto aux États-Unis qui disaient qu'ils pourraient avoir la possibilité de vendre une partie de leur or pour le convertir en Bitcoin. Ça, c'est quelque chose que les gens ne s'y attendent peut-être pas forcément tout de suite. Donc, si demain, on se dit bah, que les États-Unis achètent du Bitcoin pour les mettre en réserve stratégique, ils vont pas que garder ce qu'ils ont récupéré de la partie hack, notamment de Bitfinex, là, les 200 000 Bitcoins qu'ils ont, c'est du hack de Bitfinex qu'ils gardent en réserve stratégique. Mais si demain, ils décident d'en racheter, bah évidemment que ça sera un catalyseur pour moi qui sera positif. Parce que avant on s'y attendait, et quand la news est tombée, bah, au final, ça n'a pas été le cas. Ils ont juste dit, bah, on va peut-être en racheter, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc forcément, ça a été un aspect un peu négatif. Mais voyez un petit peu comment il faut réfléchir. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont prendre
la partie, crypto, quand il y a des news positives à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, ils vont se dire: «Bah, c'est super, il y a des super news. Tiens, tel fondateur ou telle boîte a acheté, du bitcoin», ou tiens, telle, entreprise a mis du bitcoin en réserve stratégique, ou tiens, là, on a, viré Gary Gensler et tout. Sauf qu'en fait, c'est des trucs qui sont déjà pricés. Quand vous avez bonne nouvelle sur bonne nouvelle, sur bonne nouvelle, sur bonne nouvelle, bah, évidemment, ça se répercute sur le prix, ça joue sur le narratif ambiant et les gens vont avoir plus envie d'acheter, et jusqu'au moment où on va manquer de news, positives, la correction va arriver et c'est là où ça fait mal, et c'est là où il faut se poser un petit peu, la question, aujourd'hui.